lors de la remise des diplômes de mon frère, 19, ma mère a dit que j'étais une déception, mon père s'est levé pour honorer mon frère, 300 personnes ont commencé à applaudir, j'étais assis seul au dernier rang, puis le doyen a prononcé mon nom. Et mes parents se sont figés. Je m'appelle Lorennet. J'ai 34 ans. Je suis ingénieur en structure à Nashville, dans le Tennessee. Si vous avez déjà construit quelque chose de réel pendant que votre famille célébrait quelqu'un d'autre pour le simple fait d'exister, cette histoire est pour vous. Bienvenue à nouveau sur Récits de famille. Laissez votre prénom et votre ville dans les commentaires. Abonnez-vous avant que nous n'allions plus loin, car ce que la doyenne a dit dans ce micro est quelque chose que je n'avais jamais dit à ma famille. Ils ont été les derniers dans cette salle à l'apprendre. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début, car la remise des diplômes n'est pas là où cette histoire commence. Mon grand-père était ingénieur civil. Il s'appelait Walter Mercé et il a passé 35 ans à construire des viaducs, des systèmes de drainage et le genre d'infrastructure que personne ne prend en photo et qui ne portent le nom d'aucun bâtiment, mais qui maintiennent des villes entières sans faire de bruit. C'était le genre d'homme qui pensait que faire une chose correctement et la faire discrètement relevait essentiellement de la même discipline. Que la qualité et la retenue provenaient du même endroit chez une personne. Et que les structures qui valaient la peine d'être construites étaient celles qui seraient oubliées dès qu'elles seraient terminées, car elles fonctionnaient tout simplement. Il m'emmenait sur les chantiers le samedi à partir de l'âge de 7 ans. Il m'a appris à lire un plan de géomètre. Il m'a montré comment tenir un niveau correctement, comment lire la bulle, comment vérifier une surface 2 fois avant de lui confier du poids. Il m'a montré la différence entre des fondations coulées correctement et des fondations coulées rapidement, comment on pouvait le voir à la texture de la surface, et comment ces dernières semblaient toujours en parfait état pendant des années avant de s'effondrer. Il m'a dit un jour, debout au bord d'un viaduc achevé dans une veste de travail trop grande de 2 tailles pour lui, que les meilleures structures étaient celles que personne ne remarquait, qu'elles tenaient tout simplement. Je retourne cette phrase dans ma tête depuis 27 ans. Il est mort quand j'avais 22 ans, durant ma 2e année d'université. Un cancer du pancréas, qui emporte les gens rapidement et ne négocie pas. Je suis rentré en avion pour sa dernière semaine. J'ai tenu sa main dans la chambre des soins palliatifs et je lui ai dit que j'allais terminer mes études. Il m'a dit qu'il le savait. Il m'a laissé une chose, un petit niveau en acier de 6 pouces de long, avec des garnitures en laiton, dont la bulle était légèrement décentrée à cause d'une chute sur un sol en béton à la fin des années 1980. Il ne l'avait jamais fait réétalonner. Il m'a dit qu'un outil parfait apprend à mesurer, mais qu'un outil imparfait apprend à réfléchir. Je le porte dans mon sac depuis 12 ans. Je le regarde parfois, non pas pour mesurer quoi que ce soit, mais pour réfléchir. Je veux vous parler de ma famille avant de vous parler de la remise des diplômes, car celle-ci ne prend son sens que dans le contexte de ce que notre famille a toujours été. Mes parents sont Robert et Diane. Mon père a 62 ans, travaille dans les assurances, a une poignée de main ferme et une chaleur superficielle qui a toujours été authentique, mais toujours limitée à la surface. Il aime sa famille comme certains aiment une belle photo de leur famille, avec un sentiment réel, mais d'une distance qui garde l'image nette. Pas une seule fois en 34 ans il ne m'a posé de questions sur mon travail qui suggèrent qu'il comprenne ce que je fais réellement. Ma mère Diane a 59 ans. Elle a travaillé comme réceptionniste médicale pendant 22 ans et a construit toute son estime de soi autour de la gestion des impressions que les autres avaient de la famille. C'est elle qui raconte notre histoire à l'église, lors des dîners et à chaque occasion sociale à laquelle la famille assiste. Et depuis 30 ans, son histoire a un problème structurel, je suis difficile à expliquer aux personnes qui ont besoin qu'on leur explique les choses en 20 secondes ou moins. Mon frère Derek a un diplôme de commerce. Il a 28 ans, il est charmant, appelle mes parents tous les dimanches et rit aux blagues de mon père. L'histoire familiale que l'on raconte sur lui est simple, claire et ne nécessite aucune note de bas de page. L'histoire familiale que l'on raconte sur moi a toujours nécessité des notes de bas de page. Et Diane ne s'est jamais intéressée aux notes de bas de page. Je suis ingénieur en structure. Je dirige mon propre cabinet à Nashville. Un petit cabinet, 2 employés, moi y comprise. Des bottes de chantier et des feuilles de calcul. Le genre de travail qui produit des documents que personne n'encadre sur son mur, mais qui détermine si les bâtiments restent debout. J'ai créé le cabinet à 29 ans. À 32 ans, il avait suffisamment grandi pour compter, ce qui, dans le jargon des cabinets d'ingénierie, signifie que nous n'avons plus peur d'échouer. Mes parents décrivent mon travail comme quelque chose avec des bâtiments. Je les ai corrigés une fois.
Cela n'a pas changé leur description. Ce schéma a commencé assez tôt pour que je ne puisse en trouver le début qu'en remontant au collège, lors de la foire scientifique de 5e. J'avais construit une maquette de pont en bois de balsa à partir de calculs d'ingénierie que j'avais élaborés dans le carnet de mon grand-père. Celui qu'il m'avait donné après la première visite de chantier, celui que j'ai toujours. Le pont a supporté 40 livres avant de céder, ce qui était nettement plus que ce que le projet exigeait. J'ai obtenu le premier prix. L'enseignant a dit à mes parents que j'avais un réel talent pour la pensée structurelle. Mes parents étaient là. Cependant, l'histoire de famille racontée à chaque dîner l'année suivante portait sur le coup du chapeau de Derek lors de son match de football le même après-midi. Pas les deux choses, juste le match de football. Je ne dis pas cela pour paraître amer. Je le dis parce qu'il s'agit du premier point de données d'un schéma que j'ai documenté sans le vouloir, simplement en y prêtant attention. Au lycée, lors du concours de mathématiques de l'État, j'ai obtenu la 2e place, avec une petite bourse qui a servi à acheter des manuels scolaires. Mes parents n'étaient pas à la cérémonie de remise des prix car elle entrait en conflit avec le match régional de basketball de l'équipe réserve de Derek. Je me suis rendu seul à l'auditorium en voiture, je me suis assise sur les chaises pliantes avec les autres candidats et leurs parents, j'ai reçu mon certificat et je suis rentré chez moi. Je n'en ai parlé à personne. J'ai mis le certificat dans ma chambre. Quand j'ai déménagé pour l'université, je l'ai emporté avec moi. Quand je suis revenu, il est allé dans une boîte. La boîte est dans mon bureau. Je ne l'ai pas ouverte depuis des années. J'ai fait mes études à l'université, diplômé avec la mention summa cum laude en ingénierie des structures, un programme d'université d'État que j'ai choisi parce qu'il était excellent et parce que c'était là que mon grand-père avait étudié. Je l'ai payé moi-même grâce à une bourse d'études académiques partielle et des prêts, ainsi qu'un emploi à temps partiel au bureau des installations de l'université où j'ai appris plus d'ingénierie pratique en 2 ans que dans certains de mes cours. Mes parents ont assisté à la remise des diplômes. Dans le parking, juste après, ma mère m'a dit « Nous sommes fiers de toi, ma chérie », puis a immédiatement enchaîné sur la future inscription de Derek dans la même université, que la famille planifiait depuis des mois. De la même manière qu'on planifie quelque chose dont on a déjà décidé qu'il s'agirait de l'événement principal. Je suis rentré chez moi seul. Dans ma vie d'adulte, chaque réunion de famille au cours des 6 dernières années a suivi un scénario que je pourrais réciter par cœur. Mon père décrit l'évolution de la carrière de Derek, une promotion dans son agence de marketing, une prime sous-entendue par le ton plutôt qu'énoncée directement. L'allure de quelque chose qui ressemble au succès tel que mon père le conçoit. Mon travail n'est pas mentionné et décrit comme « Lorraine fait quelque chose avec des bâtiments », sur un ton qui n'est pas dédaigneux à dessein, mais qui fait tout de même office de rejet. À Noël, il y a 2 ans, mon père parlait à un ami de la famille dans le salon, sans savoir que j'étais juste à côté, dans la cuisine. Il a dit que Derek était le seul de ses enfants à avoir vraiment réussi sa vie. J'aidais à faire la vaisselle. Je l'ai entendu à travers le mur. Je me suis remise à la vaisselle. J'ai pensé au niveau de mon grand-père posé dans mon sac dans l'entrée. J'ai pensé à ce qu'il m'avait dit, les meilleures structures sont celles que personne ne remarque. Elles tiennent tout simplement. À ce moment-là, je construisais quelque chose depuis 4 ans. Quelque chose dont mes parents ne savaient rien. Quelque chose que je n'avais jamais dit à personne de leur entourage. Je veux vous en parler maintenant, avant de vous parler de la remise des diplômes, car c'est ce qui a fait de cette remise de diplôme ce qu'elle a été. Mon grand-père a fait ses études grâce à une bourse basée sur les critères sociaux. Il était le premier de sa famille à faire des études supérieures, fils d'un réparateur de meubles d'une petite ville près de Knoxville. Et cette bourse avait été le mécanisme qui avait rendu possible tout ce qui a suivi. Il en parlait parfois sur les chantiers, de la façon détachée dont il parlait de tout ce qu'il considérait comme important. Pas un discours, juste un fait glissé dans la conversation et laissé là. Quand je suis revenu à Nashville à 29 ans et que j'ai commencé à monter le cabinet, j'ai pensé à cette bourse plus que je ne m'y attendais. J'avais eu de la chance là où il n'en avait pas eu, de meilleurs programmes d'aide, plus de soutien institutionnel, et un grand-père qui avait déjà fait le travail d'ouvrir la voie. J'étais allé plus loin plus vite, en partie grâce à ce qu'il avait construit et à ce qu'il m'avait permis d'hériter. Il y a 4 ans, alors que le cabinet s'était suffisamment stabilisé pour que j'aie un peu d'air financièrement pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai appelé le bureau de développement de l'université. J'ai créé un fonds de dotation pour les bourses d'études, une contribution de $120 000 versée sur 3 ans,
structuré comme un fonds permanent destiné à soutenir les étudiants en ingénierie qui font preuve à la fois de besoins financiers et de promesses académiques. Je l'ai appelé la bourse d'ingénierie et Mercé, en l'honneur de mon grand-père, Walter Mercé, qui avait obtenu son diplôme dans cet établissement en 1967 et m'avait appris tout ce que je sais sur l'utilité des structures. Je ne l'ai pas dit à ma famille, non par stratégie, non pas parce que je préparais une révélation. Je ne le leur ai pas dit parce que cette bourse était entre mon grand-père, moi et les étudiants qui la recevraient, et rien de tout cela ne nécessitait la connaissance ou l'approbation de mes parents, ni leur version de la fierté qui semblait toujours parler d'eux plutôt que de moi. L'université a installé une plaque dans le hall du bâtiment d'ingénierie. Je l'ai vue une fois lors d'une visite de chantier pour un projet de rénovation il y a 2 ans. Je suis resté devant moins de 30 secondes, bourse d'ingénierie et Mercé créée en 2020. Fondatrice Lorrainais. Puis je suis allé examiner les murs porteurs du bâtiment, ce pourquoi j'étais réellement venu. Je n'étais jamais revenu sur le campus depuis. L'invitation à la remise des diplômes de mon frère est obtenue en mars. Mes parents ont appelé pour s'assurer que je venais. Ma mère a dit que cela signifierait beaucoup pour Derek, ce que j'ai cru parce que je n'avais aucune raison de ne pas le croire. Et parce que, quelle qu'ait toujours été la dynamique familiale, Derek n'avait jamais été méchant envers moi directement. À l'aise, inconscient, perpétuellement au centre d'un récit qu'il n'avait pas organisé et qu'il n'avait aucune raison de remettre en question, mais pas méchant. J'ai dit que je viendrais. J'ai fait le trajet depuis Nashville un samedi matin de mai, 2h30 de route, le genre de journée printanière dans le Tennessee où l'on a l'impression que la météo elle-même essaie d'être généreuse. J'ai retrouvé mes parents et la sœur de Diane à l'entrée. Mes parents s'étaient mis sur leur 31. Mon père portait sa belle veste. Ma mère avait imprimé le programme de la cérémonie et entouré le nom de Derek au stylo. L'auditorium se remplissait. 300 places, une installation sportive universitaire configurée pour la cérémonie, avec la qualité acoustique d'un gymnase à qui l'on demande de faire office de salle de concert et qui fait de son mieux. Ma mère dirigeait le placement avec l'efficacité de quelqu'un qui avait organisé ce moment dans sa tête depuis des mois. Les sièges réservés, au nombre de 4, dans la section avant, au 3e rang, obtenus grâce à un contact avec un enseignant du département, étaient pour mon père, ma mère, la sœur de Diane et l'ami de la famille venue de Knoxville. Ma mère m'a dit sans ménagement que les places réservées étaient destinées aux personnes qui avaient été vraiment là pour Derek à travers tout, et qu'il y avait plein de places au fond. J'ai trouvé un siège au dernier rang. J'ai posé mon sac sur mes genoux. Le niveau de mon grand-père était à l'intérieur. J'ai posé ma main sur l'extérieur du sac, sur ce petit rectangle de poids qui s'y trouvait depuis 12 ans. La cérémonie a commencé. J'observais mes parents dans la section avant, à une quinzaine de mètres en arrière. Les larges épaules de mon père. La belle robe de ma mère. Le programme qu'elle tenait. Lorsque la rangée de Derek s'est levée pour recevoir leur diplôme, mon père s'est levé avec eux. Une véritable standing ovation, les bras levés, 300 personnes se dressant autour de lui, l'auditorium se remplissant du bruit caractéristique d'une salle en ébullition. Quand une famille obtient exactement le moment qu'elle avait planifié. Je regardais cela depuis le dernier rang. Je ne me tenais pas debout, non pas par dépit. J'étais assise de la façon dont j'avais toujours été assise au fond des choses, présente et silencieuse, faisant ce que mon grand-père m'avait appris à faire, au bord d'une structure achevée, tenant tout simplement. Puis Diane s'est retournée. Elle m'a trouvé à travers la foule debout. Elle s'est penchée par-dessus la chaise vide entre nous et a haussé la voix juste assez pour couvrir les applaudissements. Elle a dit que j'avais toujours été la déception de la famille. Elle a dit que Derek avait travaillé si dur pour mériter un moment comme celui-ci. Elle a dit que j'aurais pu avoir cela si je m'étais donné de la peine. Puis elle s'est retournée vers la scène. J'ai posé ma main sur mon sac, sur le niveau, sur les 12 années de poids qu'il contenait. J'ai pensé au programme qu'on m'avait remis à l'entrée. Je ne le décidais pas encore ouvert. Je l'ai ouvert maintenant. Dernière page, la liste des donateurs. Dotation de bourse d'études, à mi-chemin dans la colonne de gauche, dans la même police que tout le reste, bourse d'ingénierie et Mercé créée en 2020, fondatrice Lorrainais. J'ai refermé le programme. Les applaudissements continuaient, et puis la doyenne est revenue vers le microphone. Les applaudissements se calmaient lorsque la docteure Patricia Aldridge est revenue vers le pupitre. Elle avait ce genre de présence institutionnelle qui remplit une salle sans effort, non pas par le volume ou la mise en scène,
mais par l'autorité spécifique de quelqu'un qui s'est tenu à assez de tribunes pour ne plus avoir besoin d'y faire du spectacle. Elle tenait une seule feuille de papier qui n'était pas sur le pupitre auparavant. La cérémonie tirait à sa fin. Les remarques de clôture constituaient le dernier temps fort classique. L'avenir, la gratitude, aller de l'avant, les portes qui s'ouvrent. 300 personnes commençaient à bouger comme le font les spectateurs lorsqu'ils sentent la fin approcher. Elle a marqué une pause avant de parler. La pause caractéristique de quelqu'un qui choisit de faire quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle a dit qu'avant de clore, elle voulait prendre un moment qui n'avait pas été prévu. Elle a dit que cela arrivait parfois lorsque l'institution se rendait compte qu'elle avait une opportunité qu'elle ne devait pas laisser passer. Les 300 personnes se sont tues. Elle a baissé les yeux vers la feuille de papier sur le pupitre. Puis elle a levé les yeux. Elle a déclaré que la promotion sortante avait bénéficié d'une bourse d'études créée il y a 4 ans par l'une des anciennes élèves de l'université. Elle a indiqué que la bourse d'ingénierie et Mercé avait financé 14 étudiants du département d'ingénierie en 4 ans, dont 3 diplômés d'aujourd'hui. Elle a précisé que la bourse portait le nom de Walter Mercé, un ingénieur civil diplômé de cette institution en 1967, et que la donatrice l'avait décrit au bureau du développement comme quelqu'un qui pensait que les meilleures structures étaient celles que personne ne remarquait. Elle s'est arrêtée. Elle a expliqué que la donatrice avait demandé à ce qu'il n'y ait aucune reconnaissance publique lors de la création de la bourse. Elle a dit qu'elle n'avait assisté à aucun événement, accepté aucune invitation à prendre la parole, et que, jusqu'à cet après-midi, elle n'était jamais venue sur le campus en rapport avec cette bourse. Elle a ajouté que le bureau de développement avait récemment appris que la donatrice était présente à la cérémonie d'aujourd'hui pour assister à la remise des diplômes de son frère, et qu'ils avaient pris la décision. Avec l'autorisation réticente de la donatrice obtenue lors d'un bref appel téléphonique le matin même, de lui rendre hommage publiquement avant la fin de la cérémonie. Elle a dit, « Lorraine, s'il vous plaît, voulez-vous vous lever ? Je veux décrire ce qui s'est passé dans mon corps à cet instant avant de décrire ce qui s'est passé dans la salle. J'avais donné mon accord à contre-cœur. Cette partie est vraie. Le bureau du développement m'avait appelé à 7h45 ce matin-là, une femme nommée Carole de l'équipe des relations avec les donateurs, confuse mais claire. Ils avaient appris que je serais à la remise des diplômes. Ils estimaient que l'occasion méritait d'être soulignée et me demandaient si j'autorisais une brève mention publique. J'avais dit non 2 fois avant de dire oui. J'avais dit non parce que le principe même de cette bourse avait toujours été de ne pas avoir besoin de mon nom ailleurs que sur la plaque. J'avais dit non parce que l'idée de me tenir debout dans une salle avec ma famille et d'être reconnu publiquement pour quelque chose que je leur avais délibérément caché me semblait, dans l'abstrait, être exactement le genre de spectacle auquel j'avais toujours refusé de participer. Puis Carole a dit quelque chose qui a changé ma réponse. Elle a dit que 3 des bénéficiaires de la bourse faisaient partie de la promotion d'aujourd'hui. Elle a mentionné que l'une d'entre elles, une jeune femme nommée Isabelle Reyes, avait écrit dans sa demande de bourse qu'elle était la première ingénieure de sa famille et qu'elle espérait un jour donner le nom de la personne qui avait rendu ces études possibles à quelque chose. Elle a précisé qu'Isabelle n'avait pas encore pu identifier qui avait financé sa bourse parce que la donatrice avait demandé à rester anonyme. Elle a dit qu'Isabelle serait dans la salle aujourd'hui. J'ai dit oui après cela. Pas pour mes parents, pas pour moi particulièrement, mais pour Isabelle Reyes, qui méritait de savoir d'où provenait une partie de son éducation. C'est la raison bien honnête pour laquelle je me tenais debout lorsque la doyenne a prononcé mon nom. La salle s'est retournée, pas les 300 personnes en même temps. Cela s'est fait par vagues, comme bougent les foules. D'abord les personnes les plus proches de la ligne de mire de la doyenne, puis vers l'extérieur. Le dernier rang, où j'étais assise, se trouvait directement dans la ligne de mire de la majeure partie du public. Lorsqu'une personne se tient seule au dernier rang et que 300 personnes la regardent, la géométrie de la pièce la rend extrêmement visible. Je me suis levé. Je mesure un m68. Je portais un blazer gris sur une chemise sombre, les vêtements que je porte pour un rendez-vous client qui exige que je sois à la fois compétente et effacée. Je ne m'étais pas habillé pour une cérémonie. Je m'étais habillé pour une journée que je m'attendais à passer en grande partie invisible. La doyenne a prononcé encore quelques phrases. Elle a décrit le but de la bourse. Elle a de nouveau mentionné le nom de mon grand-père. Elle a mentionné les 14 étudiants. Elle a dit quelques mots sur ce genre de don qui n'attend rien en retour. Puis elle a dit « Merci, Lorraine ». Et la salle s'est mise à applaudir. Je me suis rassise. Je veux vous dire ce que j'ai vu lorsque la salle s'est retournée,
car c'est la partie qui m'est restée le plus fidèlement à l'esprit. J'ai vu les visages des 300 personnes réparties dans les rangées entre moi et la section avant. La plupart d'entre elles se retournaient pour regarder poliment, de la façon dont le public salue les donateurs dans ce genre d'événement. Un bref hommage avant de revenir à l'événement principal. Et puis j'ai vu mes parents. Mon père s'est retourné plus lentement que les gens autour de lui. De la manière dont il fait tout ce qui demande de la réflexion. La rotation lente d'un homme dont le contexte social vient de changer et qui a besoin d'un moment pour se repérer dans cette nouvelle configuration. Lorsqu'il m'a trouvé debout au dernier rang, l'expression de son visage est passée par quelque chose que je n'avais encore jamais vu chez lui. Ce n'était pas tout à fait de la culpabilité. C'était l'expression typique de quelqu'un à qui l'on vient de donner des informations qui l'obligent à réviser une image très ancienne et très établie. Ma mère s'est retournée plus vite. Elle avait entendu la doyenne prononcer mon nom de la même façon que je l'avais entendu le dire, clairement rattaché à une phrase qui me plaçait dans un contexte qu'elle n'avait pas anticipé. Elle s'est retournée, m'a vu debout au dernier rang et a soutenu mon regard pendant ce que j'estime être environ 4 secondes. 4 secondes, c'est assez long pour communiquer énormément de choses sans un mot. Son expression n'était pas celle de la fierté. Je veux être honnête à ce sujet, car je doute que les gens s'attendent à ce qu'un moment comme celui-ci suscite une fierté visible chez un parent. Et je ne suis pas sûr que ce que j'ai lu sur le visage de ma mère ait été de la fierté. C'était quelque chose de plus complexe. La complexité propre à une personne qui a passé 30 ans à façonner l'histoire de sa famille et qui vient de réaliser que cette histoire comportait un chapitre qu'elle n'avait pas écrit et dont elle ignorait l'existence. Elle a regardé le programme dans ses mains. Elle s'est tournée vers la dernière page. Je l'ai vue trouver l'inscription. Puis elle a de nouveau levé les yeux vers moi. Les applaudissements continuaient. Une fois la cérémonie terminée, la salle a fait ce que font les salles lors des remises de diplômes. Elle s'est réorganisée en groupes de famille. Le chaos caractéristique de 100 réunions simultanées dans un espace clos. Des toches que l'on retire, des photos prises, le balai des parents cherchant leurs enfants fraîchement diplômés à travers la foule. Je me suis frayé un chemin dans la foule comme je le fais sur n'importe quel chantier, c'est-à-dire avec une destination claire et sans hésiter. J'avais une personne précise à retrouver avant de voir ma famille. Isabelle Reyes était dans la section du milieu, encore en toge universitaire, discutant avec un couple plus âgé que je supposais être ses parents. Elle avait 22 ou 23 ans, elle était petite, avec l'attitude caractéristique de quelqu'un qui n'a pas encore pleinement conscience qu'elle est tout à fait aussi capable que le travail qu'elle a fourni le suggère. Je me suis présenté. Elle m'a regardé un instant de la façon dont on vous regarde quand votre nom est associé à quelque chose dans sa vie depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais eu de visage. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de savoir qui finançait sa bourse chaque année pendant 3 ans. Elle a dit que Bureau du développement refusait de lui dire, expliquant que la donatrice avait demandé à garder l'anonymat. Elle a dit qu'elle avait écrit dans sa demande qu'elle voulait être ingénieure de première génération et qu'elle avait toujours espéré que la personne qui lui offrait cela sache que cela comptait. Je lui ai dit que c'était le cas. Je lui ai dit que je savais ce que signifiait être une pionnière dans un domaine pour lequel il n'y a pas de modèle familial. Je lui ai dit que mon grand-père avait compris la même chose 60 ans plus tôt, dans la même institution. Elle m'a demandé si elle pouvait me serrer dans ses bras. J'ai dit oui. Nous nous sommes tenus au milieu de la foule de diplômés, dans un gymnase du Tennessee, elle m'a serré dans ses bras un instant, puis a reculé et a dit qu'elle allait être une bonne ingénieure, et je lui ai dit que je le croyais tout à fait. Puis je se retournai pour chercher ma famille. Mes parents étaient près du devant de l'auditorium, à l'endroit qui avait été la section réservée. Mon père parlait avec l'ami de la famille venue de Knoxville. Ma mère tenait le programme imprimé, la dernière page visible. Derek était à quelques pas avec un groupe de camarades de classe, dans sa toge de diplômé, tenant l'étui de son diplôme. Il avait l'air heureux, de la manière simple et évidente de quelqu'un dont la journée s'est déroulée exactement comme prévu. Je me suis avancé vers eux. Ma mère m'a vu arriver. Elle tenait le programme d'une façon qui indiquait qu'elle avait lu la dernière page, et qu'elle l'avait lu plusieurs fois depuis que la doyenne s'était assise. Mon père s'est retourné quand l'expression de ma mère a changé. Derek m'a vu et son visage a eu la réaction habituelle, de la chaleur. La chaleur sincère de quelqu'un qui passe une excellente journée et qui est ravi de voir un membre de sa famille. Il a dit « Salut ». C'était pas dingue ce que la doyenne a dit. Il a ajouté qu'il n'avait aucune idée pour la bourse. Il l'a dit sur le ton de quelqu'un qui trouve cela réjouissant et surprenant,
et qui n'a pas encore relié la chose à quoi que ce soit de plus important que l'agréable surprise du moment. J'ai dit, félicitations pour ton diplôme. Et je le pensais. Il a répondu, merci, et m'a serré brièvement et sincèrement dans ses bras. Puis ses amis l'ont rappelé et il y est retourné. Et puis nous nous sommes retrouvés tous les trois. Mes parents et moi, debout dans un espace libre au milieu de la foule. Ma mère a parlé en premier. Elle a dit qu'elle n'était pas au courant. Je lui ai dit que je savais qu'elle ne l'était pas. Elle a dit et je veux retenir exactement cela parce que la formulation avait son importance, qu'elle n'avait pas compris ce que je faisais. Sa voix n'avait plus cette assurance sonore qu'elle avait au dernier rang 2 heures plus tôt. Elle avait la platitude caractéristique de quelqu'un qui a tenu une position pendant si longtemps que le fait d'être contredit publiquement l'a temporairement laissé sans contenance. Je lui ai dit que je comprenais cela. Mon père a parlé lentement, de la façon dont il parle quand il réfléchit. Quel était le montant total de ton don? Je lui ai dit. Il est resté silencieux un instant. Puis il a dit qu'il avait dit à Jim, l'ami de la famille, que Derek était son seul enfant qui avait réussi. Il l'a dit non comme un aveu, mais comme un constat de ce qu'il avait fait, lâché dans l'air entre nous sans contexte ni excuse. De la façon dont les ingénieurs posent des mesures, juste le chiffre, juste le fait. Je lui ai dit que je savais. Je lui ai dit que j'étais dans la cuisine. Il a brièvement regardé ses chaussures, puis m'a regardé. Il a dit qu'il ne savait pas comment expliquer ce qu'il avait dit. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à l'expliquer. Je lui ai dit que je le comprenais et que je le comprenais depuis longtemps, et qu'aujourd'hui n'avait pas changé ce que je comprenais. Cela l'avait simplement rendu visible pour 300 personnes qui l'ignoraient auparavant. Ma mère a commencé à dire à quel point elle était fière de moi. Un revirement auquel j'assistais en temps réel. Du programme aux paroles de la doyenne, en passant par moi debout au dernier rang, jusqu'à la nouvelle histoire qu'elle assemblait déjà pour y intégrer ce qui venait de se passer. Je l'ai arrêtée avant qu'elle ne finisse sa phrase. Je lui ai dit que j'appréciais la pensée. Je lui ai dit que je devais d'abord lui faire comprendre une chose. Je lui ai dit que je n'avais pas créé cette bourse pour qu'il soit fier de moi. Je n'avais pas apporté cette contribution pour leur envoyer un message, ni pour me mettre en scène devant eux, ni pour leur prouver quoi que ce soit. Je l'avais fait parce que mon grand-père croyait en l'éducation et avait bénéficié exactement de ce genre de soutien, et que j'étais arrivé à un point de ma vie où je pouvais offrir ce qu'il avait reçu. C'est ce que j'ai fait. C'était tout. Je lui ai dit que je construisais des choses discrètement depuis 34 ans. Que j'allais continuer à les construire. Et que je n'aurais pas besoin qu'elle comprenne ces bâtiments pour continuer à les édifier. J'ai pris mon sac. Je leur ai dit à tous les deux que j'étais heureuse que Derek soit diplômé. Je leur ai dit que j'espérais que cette journée avait été ce qu'ils souhaitaient qu'elle soit. Puis je suis sorti de l'auditorium par l'entrée latérale, la plus proche de l'endroit où j'étais garé. Le trajet de retour vers Nashville dure 2h30. J'ai conduit la majeure partie de la route dans le silence particulier qui succède à une journée qui a exigé beaucoup de présence. À environ 40 minutes de l'arrivée, je me suis arrêté sur une aire de repos, je suis descendu de la voiture et je suis resté quelques minutes sur le parking. C'était la fin de l'après-midi, ce genre de lumière printanière oblique qui donne l'impression que tout est contemplé pour la première fois. J'ai sorti le niveau de mon grand-père de mon sac. Je l'ai tenu comme je le tiens toujours, non pas pour mesurer quoi que ce soit, mais juste pour en ressentir le poids, la légère imperfection de la bulle qu'il n'avait jamais réparée. Parce qu'il disait qu'un outil imparfait apprend à réfléchir. J'ai pensé à la remise des diplômes. J'ai pensé à Isabelle Reyes disant qu'elle allait être une bonne ingénieure. J'ai pensé au visage de ma mère découvrant l'inscription sur la dernière page. J'ai pensé à ce que mon grand-père disait au bord d'un viaduc achevé, 35 ans après avoir reçu une bourse qui avait rendu son diplôme possible. Les meilleures structures sont celles que personne ne remarque. Elles tiennent tout simplement. J'ai remis le niveau dans mon sac. Je suis monté dans la voiture. Je suis rentré chez moi. Je veux dire ici quelque chose qui me semble utile au-delà de ma propre histoire, car je pense que cette remise des diplômes contient quelque chose qu'il convient de nommer précisément. Mes parents ont choisi un lieu public pour une humiliation privée. Ils ont choisi une salle de 300 personnes, une section réservée et un programme imprimé parce que l'occasion devait avoir des témoins. La réussite de Derek devait être constatée, la fierté de la famille constatée, l'histoire qu'ils avaient construite constatée. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la salle qu'ils avaient choisie portait déjà mon nom,
non pas parce que j'avais fait en sorte qu'il y soit ce jour-là, mais parce que je l'y avais inscrit 4 ans plus tôt, discrètement, comme je fais tout, et qu'il y était simplement resté. C'est le propre d'une construction menée avec intégrité sur une longue période. On ne peut pas toujours prédire quelle salle en contiendra la preuve. On ne peut pas savoir, au moment d'écrire un chèque au bureau du développement d'une université en demandant l'anonymat, que 4 ans plus tard, vos parents choisiront cette même institution pour une cérémonie publique et vous diront que vous êtes une déception. Précisément dans le bâtiment qui porte votre nom sur une plaque dans le hall. Je n'ai pas manigancé cette coïncidence. J'ai simplement construit la structure, et elle était là lorsque la salle s'est remplie. La vérité pratique de tout cela, et je pense qu'elle s'applique à tous ceux qui construisent quelque chose discrètement pendant que leur famille célèbre d'autres choses, votre travail n'a pas besoin de la reconnaissance de votre famille pour être réel. Il est réel, qu'il soit au courant ou non. La bourse existait et changeait des vies depuis 4 ans avant que mes parents ne la prennent. Les études de ces étudiants n'étaient pas moins financées parce que la famille de la donatrice n'était pas informée. Construisez la structure. Construisez-la correctement. Construisez-la pour les bonnes raisons. La salle finira par se remplir. Il suffit de faire confiance à la structure. Je suis rentré chez moi à Nashville à 20h30 ce soir-là. Mon appartement est au 4e étage d'un immeuble où j'habite depuis 3 ans, depuis que le cabinet s'est suffisamment stabilisé pour que je me sente à l'aise de signer un bail de 2 ans pour un logement avec vue. La vue n'a rien de spectaculaire. Elle donne sur une série de toits au milieu d'un pâté de maisons et, à l'extrémité, sur un mince bras de la rivière Kimberland, si la lumière s'y prête. Je l'avais choisi en partie pour ce bras de rivière, et en partie parce que l'ossature du bâtiment était solide. Je l'avais vérifié avant de signer le bail, de la même manière que je vérifie toutes les structures auxquelles j'ai l'intention de confier un poids durable. J'ai posé mon sac sur la table de la cuisine. J'ai préparé du thé. Je suis resté un moment à la fenêtre, le thé refroidissant entre mes mains, à regarder les dernières lueurs du jour quitter le bras de rivière. Puis je me suis assise à la table, j'ai ouvert mon sac, j'en ai sorti le niveau et le programme de la cérémonie, et je les ai posés côte à côte, le niveau, et le programme avec la dernière page orientée vers le haut, bourse d'ingénierie et Mercé créée en 2020, Lorraine est fondatrice. Je décidai regarder cette ligne dans l'auditorium alors que la voix de ma mère résonnait encore autour de moi. Je la regardais à nouveau maintenant, dans ma propre cuisine, dans le calme particulier d'un samedi soir après une journée qui avait exigé beaucoup de présence. J'ai pensé à mon grand-père, j'ai pensé au chantier, à sa façon de se tenir au bord d'une structure achevée et de la regarder sans parler pendant un long moment avant de dire quoi que ce soit, à sa voix me disant que les meilleures structures étaient celles que personne ne remarquait. J'ai pensé à Isabelle Reyes disant qu'elle allait être une bonne ingénieure et à l'assurance de sa voix, non pas l'assurance feinte de quelqu'un qui a besoin que les autres y croient, mais l'assurance tranquille de quelqu'un qui a déjà pris sa décision. J'ai pensé à ma mère découvrant l'inscription sur la dernière page. J'ai pensé à mon père disant qu'il ne savait pas comment expliquer ce qu'il avait dit. Je n'étais pas en colère, assise là. Je veux être clair à ce sujet, car je pense que la tournure de l'histoire suggère que j'aurais dû l'être, et ce n'était pas le cas. J'étais fatigué de la fatigue propre à une journée qui a épuisé la majeure partie de vos réserves de présence. Et j'éprouvais autre chose de plus difficile à nommer, une sorte de plénitude qui n'avait rien à voir avec de la satisfaction, mais tout à voir avec un dénouement. Quelque chose s'était terminé ce soir-là. Je ne savais pas encore tout à fait de quoi il s'agissait, mais j'en sentais l'aboutissement de la même façon qu'on sent un assemblage lorsque 2 éléments structurels finissent par s'emboîter exactement comme ils ont été conçus pour le faire. J'ai mis le programme dans la boîte avec le certificat de mathématiques, les lettres de remerciement pour la bourse et le carnet de mon grand-père. J'ai laissé le niveau sur la table de la cuisine. Je suis allé me coucher. Mon frère a appelé le jeudi suivant. Pas mes parents. Derek. Il appelait de son appartement, ce que j'ai su parce que j'entendais en arrière-plan le bruit ambiant propre à son quartier, une chose qu'il m'avait décrite une fois en emménageant, le bruit d'un carrefour particulier auquel il s'était habitué, disait-il. Il a dit qu'il voulait parler de la remise des diplômes. Je lui ai dit que je l'écoutais. Il a dit qu'il n'était pas au courant de cette bourse. Il a dit que lorsque la doyenne a prononcé mon nom, il m'avait cherché dans la section réservée et ne m'avait pas trouvé. Et puis, quelqu'un à côté de lui avait pointé le doigt vers le fond, il avait compris où j'étais assise, et il lui avait fallu le reste de la cérémonie pour assimiler ce que cela signifiait. Je n'ai rien dit. Il a dit qu'il savait que nos parents m'avaient dit de m'asseoir au fond.
Il a dit qu'il avait entendu notre mère prononcer ce mot de « déception », ou du moins la majeure partie de sa phrase. Il regardait la scène quand c'était arrivé, mais l'acoustique de la salle était telle que le son lui était parvenu. Il a dit qu'il n'avait pas su quoi faire sur le moment et qu'il n'avait rien dit. Et qu'il appelait maintenant parce qu'il y pensait depuis 4 jours. Et qu'il voulait me présenter ses excuses. Non pas désolé pour la reconnaissance de la bourse. Non pas désolé pour le comportement de nos parents, de cette manière défensive qui signifie « désolé que tu aies eu à subir ça ». Désolé de cette façon franche et directe qui reconnaît l'acte posé et en assume une part de responsabilité personnelle. Il a dit qu'il avait grandi en étant celui dont la famille parlait et qu'il ne s'était jamais vraiment arrêté pour réfléchir à ce que cela signifiait pour moi. Il a dit que la bourse l'avait fait réfléchir à cela. Puis il a dit une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Il a dit qu'il avait cherché les bénéficiaires de la bourse, les 14. Il a dit que leur nom figurait publiquement dans le rapport annuel des dons de l'université. Il a dit qu'il avait reconnu l'un des noms, un étudiant de sa promotion qui lui avait dit, au cours d'une conversation informelle le semestre dernier, qu'il n'était à l'université que grâce à une bourse qui était apparue comme par magie au moment exact où il en avait besoin. Derek a dit qu'il avait appelé cet étudiant le lendemain de la remise des diplômes. Il a dit que l'étudiant avait pleuré au téléphone lorsque Derek lui avait révélé l'identité de la donatrice. Je suis resté silencieuse un instant. Puis j'ai dit à Derek que j'étais contente qu'il ait appelé. Je lui ai dit que cette bourse avait été créée pour notre grand-père autant que pour toute autre chose, et que le fait qu'elle était des 14 étudiants qui s'apprêtaient désormais à construire des structures solides était la seule récompense dont j'avais besoin. Derek m'a demandé si nous pourrions dîner ensemble un de ces jours, pas un dîner de famille, juste nous deux, à Nashville où il prévoyait de rendre visite à un ami d'université en été. J'ai dit oui. Et je le pensais. Mes parents n'ont pas appelé pendant 3 semaines. Je veux être précise à ce sujet, car ces 3 semaines comptent. Ce n'était pas un silence né de la colère. Ils m'avaient appelé dans la semaine qui avait suivi la cérémonie et je n'avais pas répondu. Et puis, ils n'avaient plus rappelé. Et le silence s'était installé, ressemblant de mon côté moins à une confrontation qu'à un point final à la fin d'une phrase. Lorsque ma mère a appelé, c'était un dimanche matin, le moment où elle appelait lorsqu'elle le faisait par intention plutôt que par obligation. Sa voix était différente de celle que j'avais entendue à la cérémonie. Ce ton protecteur avait disparu, cette voix qu'elle utilise pour les salons, les spectateurs et l'histoire qu'elle gère. Ce qui restait était quelque chose de plus humble et de plus honnête. Elle a dit qu'elle avait réfléchi à ce que j'avais dit dans l'auditorium, que je construisais des choses discrètement depuis 34 ans et que je n'avais pas besoin qu'elle comprenne mes constructions pour continuer à le faire. Elle a dit qu'elle avait pensé à la bourse en particulier, au fait que je l'avais fait pour mon grand-père, pas pour de la reconnaissance. Elle a dit qu'elle essayait de comprendre ce que cela disait sur le type de personne qu'elle avait mise au monde et qu'elle n'avait pas su voir. Je lui ai dit qu'elle la voyait maintenant, si elle le voulait bien. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre de savoir comment faire. Elle a dit qu'elle avait passé tellement de temps à raconter l'histoire de sa famille qu'elle avait fini par confondre le récit avec la famille réelle, que l'histoire était plus facile à gérer que les personnes qui la composaient, et qu'elle comprenait que ce n'était pas une excuse. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle me dise cela. Je lui ai dit que la relation entre nous allait être différente désormais. Pas rompue. Je ne l'appelais pas pour rompre quoi que ce soit, mais différente au sens d'une chose qui a été réinitialisée depuis sa configuration d'origine vers quelque chose de plus juste. Je lui ai dit que je n'allais pas jouer un rôle pour correspondre à l'histoire qu'elle trouvait plus commode à raconter. Je lui ai dit que j'allais être exactement qui j'étais et faire exactement le travail que je faisais, et qu'elle était libre de le comprendre ou non, mais je n'allais pas organiser ma vie pour lui être plus lisible. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit qu'elle comprenait. Elle l'a dit de la façon dont les gens disent les choses lorsqu'ils les ont entendues et commencent à les intégrer, sans avoir encore fini de le faire. Je n'exigeais pas qu'elle ait fini. J'exigeais simplement qu'elle ait entendu. Nous avons parlé pendant 20 minutes de choses ordinaires. Pas de la bourse, pas de la cérémonie, pas des 30 ans d'histoires accumulées lors des dîners, le jardin de sa sœur, qui produisait apparemment une quantité déraisonnable de tomates, un problème d'escalier sur leur porche d'entrée que mon père avait bien mettant de côté. Je lui ai dit que s'il m'envoyait une photo de l'escalier, je pourrais lui dire à quel problème structurel il faisait face, non pas pour le réparer, mais simplement pour qu'il sache de quoi il s'agissait avant de faire des suppositions. Elle a dit qu'elle le lui dirait. Elle n'a pas dit qu'elle était fière de moi. Je ne le lui demandais pas.
Nous nous sommes dit au revoir. Je me suis assise à la table de la cuisine après l'appel et j'ai regardé le niveau de mon grand-père, là où je l'avais laissé 3 semaines plus tôt. Je l'ai pris. Je l'ai tenu à plat dans ma paume et j'ai regardé la bulle se stabiliser dans sa position légèrement décentrée. Un outil imparfait apprend à réfléchir. Je l'ai reposé et je me suis mise au travail. Derek est venu à Nashville en juillet. Nous avons dîné dans un restaurant près de la rivière, juste tous les deux, c'était la première fois que nous partagions un repas sans la présence de nos parents depuis notre enfance. Il est vraiment drôle, d'une manière discrète que je n'avais pas eu l'occasion d'apprécier auparavant. Il m'a posé de vraies questions sur le cabinet, pas des questions de politesse en surface, mais des questions qui montraient qu'il s'était renseigné au préalable et qu'il était curieux d'en savoir les réponses. Je lui ai parlé d'un projet de réhabilitation de pont que je dirigeais. Le problème d'ingénierie spécifique en son centre, la façon dont la structure d'origine avait été construite avec une erreur de calcul de charge restée inaperçue pendant 40 ans et qui commençait seulement à se manifester. Il a dit que cela ressemblait à une métaphore de notre famille. J'ai dit que c'était aussi juste un pont. Il a ri. Nous sommes restés 3 heures de plus que ce que j'avais prévu. Mon père m'a envoyé une photo des marches du Porsche. Je l'ai regardé pendant 2 minutes, je lui ai écrit une évaluation en 3 paragraphes, et je lui ai dit que ce à quoi il faisait face était un problème de tassement de la structure de soutien sous-jacente, et qu'un raccord en surface ne résoudrait rien. Il devait d'abord s'attaquer aux fondations. Il m'a renvoyé une seule ligne, je m'en doutais. Merci, Lorraine. C'était la première fois que mon père écrivait mon prénom dans un SMS d'aussi loin que je me souvienne. Je l'ai remarqué. Je n'ai rien dit à ce sujet. Je l'ai simplement noté comme je note toutes les mesures, comme une donnée, comme quelque chose de réel, comme le début d'un chiffre qui pourrait signifier quelque chose dans un calcul plus long. La bourse s'est poursuivie. La bourse d'ingénierie Emercé a financé 6 nouveaux étudiants au cours de l'année universitaire qui a suivi la remise des diplômes, la dotation ayant suffisamment augmenté au cours des 4 années écoulées pour élargir la promotion annuelle. Je reçois chaque année une lettre du Bureau du développement listant les bénéficiaires. Je lis chaque lettre. Je les conserve dans la boîte. Isabelle Reyes a commencé un programme de master en ingénierie des structures à l'automne. Elle a trouvé l'adresse email de mon cabinet dans l'annuaire de l'université et m'a envoyé un mot en septembre. 3 phrases. Elle disait qu'elle avait repensé à ce que je lui avais dit dans l'auditorium, que je savais ce que signifiait être une pionnière dans un domaine sans modèle familial, et que cela l'avait aidée à décider d'aller plus loin au lieu de s'arrêter là où elle en était. Elle disait espérer que son travail serait digne du nom porté par la bourse. Je lui ai répondu en lui disant que le nom sur la bourse était celui de mon grand-père, et que le travail qu'elle accomplissait en était déjà digne. J'ai ouvert la boîte le mois dernier. Celle qui se trouve dans mon bureau depuis que je suis revenu à Nashville. Le certificat de 2e place au concours de mathématiques de l'État auquel mes parents n'avaient pas assisté. Les lettres de remerciement pour la bourse. Le carnet de chantier de mon grand-père. J'ai sorti le certificat et je l'ai regardé. 2e place, concours de mathématiques de l'État. Une année, un établissement scolaire et mon nom dans la police épurée d'un document officiel. J'avais 16 ans sur ce certificat. Je m'étais rendu seul à l'auditorium en voiture, j'étais rentré seul et je n'en avais parlé à personne. Je l'ai épinglé sur le mur de mon bureau, sans cadre, sans ostentation, juste fixé avec une punaise dans le coin à côté de la porte, là où je le vois en sortant, mais pas quand je suis assise à mon bureau. Il n'a pas besoin d'être mis en valeur. Il a juste besoin d'être là. Mes parents ont choisi une cérémonie de remise des diplômes pour me dire que j'étais la déception de la famille. Cette cérémonie se déroulait dans une université où j'avais créé 4 ans plus tôt une bourse qui avait financé 14 étudiants en ingénierie, dont 3 faisaient partie de la promotion diplômée. La doyenne a salué cette bourse, a prononcé mon nom, et 300 personnes se sont retournées pour regarder la personne assise seule au dernier rang. Mes parents ont dû faire face à cela dans la pièce même où ils venaient d'en être témoins. J'ai parlé à la récipiendaire de la bourse de mon frère, puis j'ai parlé à mes parents. Ma maman n'avait plus la voix assurée qu'elle avait au dernier rang. Mon père a reconnu ce qu'il avait dit dans la cuisine à Noël. Je suis rentré chez moi. Derek a appelé, s'est excusé et a demandé à dîner avec moi. Ma mère a appelé 3 semaines plus tard et a dit qu'elle avait confondu l'histoire avec la famille. Je lui ai dit que notre relation serait différente à l'avenir. Mon père a envoyé une photo des marches de son Porsche. J'ai envoyé une évaluation structurelle.
Il m'a remercié par mon prénom. C'est toute l'histoire. Maintenant, voici ce que je veux vous laisser. Mon grand-père me disait, les meilleures structures sont celles que personne ne remarque. Il l'entendait comme une description de l'excellence en ingénierie. Un pont qui se fond dans l'usage quotidien. Un système de drainage qui prévient une inondation que personne ne voit venir. Des fondations si fiables que personne n'y pense jamais. Mais j'en suis venu à y voir quelque chose de plus grand, le travail que l'on fait en silence, sans reconnaissance, sans les applaudissements de sa famille. Ce travail est réel, que quelqu'un regarde ou non. La bourse existait et changeait des vies depuis 4 ans avant que mon nom ne soit prononcé dans une salle. Ces 14 étudiants n'attendaient pas que mes parents comprennent ce que j'avais construit pour pouvoir en bénéficier. Construisez ce qui est réel, pas ce qui est lisible, pas ce qui s'intègre dans le récit qu'un autre fait de votre famille. Construisez ce qui est réellement fidèle à ce que vous êtes, à ce que vous croyez, et à la personne qui vous a appris que les structures comptent. La salle finira par se remplir. Votre nom y figurera déjà. Et lorsque les gens qui vous ont dit que vous étiez une déception franchiront la porte, vous n'aurez pas à dire un seul mot. La salle le dira pour vous.